Je suis très heureuse de vous avoir ce soir avec nous, Jacques Arnoux. D'abord parce que je dois dire que personnellement, ça fait longtemps que j'avais envie de vous inviter comme grand témoin dans une manifestation. J'ai pas eu l'occasion de le faire. Cette année, on s'est lancé. Vous avez répondu présent. Donc je suis particulièrement contente de vous avoir. Alors, pour vous présenter Jacques Arnoux, la version courte est très courte. Parce que si je me lance dans la version longue, ça va être très long, parce que c'est un sacré parcours. Ingénieur agronome de formation, mais aussi théologien, historien des sciences, donc qui s'intéresse en fait à ce triptyque science, culture, religion, à travers deux thématiques principales, le vivant et son évolution, et l'espace et sa conquête. Expert au CNES, en charge de la dimension éthique des activités spatiales, expert en cosmétique, comme il le dit lui-même avec humour. Et c'est à ce titre que nous le recevons aujourd'hui, grâce aussi à l'intermédiaire de nos amis du CNES qui sont là au Geodata Days, et notamment parce qu'il vient de publier un ouvrage qui s'appelle « Oublier la Terre, la conquête spatiale 2.0 ». Alors vous me direz, ça y est, Françoise a encore la tête dans les étoiles et nous a amené un grand témoin qui va nous parler d'un sujet qui ne nous concerne pas. Eh bien, détrompez-vous. Le paysage, si je peux m'exprimer ainsi, que décrit Jacques Arnoux dans son dernier ouvrage, c'est un paysage où il y a un acteur public institutionnel. Là, il s'appelle le CNES et il voit ses missions qui sont quand même un peu remises en cause. Il doit se réinventer parce qu'il y a aussi des acteurs traditionnels industriels. Chez nous, on les appelle Airbus. Et puis, il y a toute une bande de petits jeunes qui lancent des constellations. Donc maintenant, le prix d'un satellite est quoi? C'est 1/10, 1/100 de ce que c'était auparavant. Les projets se montent en très peu de temps. Donc, des nouveaux entrants qui viennent du monde de l'économie de l'Internet, des GAFA, des GAFAM, avec des personnages dans l'ombre de type Peter Thiel. Donc là, on rentre carrément dans le roman d'aventure. Un coup d'entrée et d'appropriation de l'image qui a complètement chuté. C'est un domaine dans lequel on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de machine learning. Donc toute ressemblance avec le domaine de l'information géographique qui nous préoccupe depuis ce matin n'est ni fortuite ni involontaire. Et donc c'est pour ça que prendre le temps de lever la tête vers les étoiles et de comprendre un petit peu quels sont les enjeux éthiques de ce nouveau monde spatial 2.0, j'ai pensé que c'était important de l'entendre et important de l'entendre cette année. Jacques, à vous la parole. Françoise, merci pour votre invitation. Le défi est un peu élevé quand même, je ne répondrai pas à toutes vos questions. Mais c'est vrai que... Pas. Depuis ce matin, j'ai l'habitude. Bon. Ben, j'essaierai quand même, donc. Mais peut-être tout à l'heure sur la terrasse, si l'orage ne nous menace pas trop. Puisque vous nous avez invités ensuite à prendre de la hauteur, donc on va s'y préparer. J'entre donc dans le sujet que vous m'avez proposé de traiter ce soir, oublier la Terre, avec un point d'interrogation. J'espère qu'il n'a pas été oublié. De fait, c'est la question par laquelle je suis moi-même entré dans le milieu spatial il y a 25 ans, lorsque un monsieur qui a beaucoup œuvré pour l'observation de la Terre, Gérard Brachet, m'a proposé de travailler avec lui. Et sa question, c'était entre autres celle-là, oublier la Terre. C'est-à-dire, quand il y a déjà maintenant plusieurs décennies, parce que Spot a plus de 30 ans, eh bien, nous avons pris de la distance avec cette Terre que vous continuez à observer de manière souvent très précise, et que nous sommes allés commencer à aller voir effectivement vers les étoiles. Est-ce que nous n'allions pas oublier la Terre? Et est-ce que quelque part, cette question, ce souci, cette crainte chez certains ne pouvait pas influencer la manière dont ces mêmes personnes appréhendaient précisément ce que Gérard Brachet faisait la promotion en permanence, ces images satellites et ces célèbres images Spot à l'époque. Donc c'est par cette question-là que je suis entré dans le milieu spatial et dans ce que vous avez effectivement appelé, ou ce que j'aime appeler la cosmétique. Oublier la Terre, c'est en fait une question qui est inscrite dans l'essence même
de ce qu'on appelle aujourd'hui, de ce qu'on appelle depuis longtemps d'ailleurs, la conquête spatiale ou l'exploration de l'espace ou d'autres termes pour désigner cette activité qui nous fait effectivement quitter notre plancher des vaches, normande ou autre d'ailleurs, pour rejoindre ces zones extra-atmosphériques. C'est tellement ancien que parmi les pères de ce qu'on appelle aujourd'hui l'astronautique, donc l'art de naviguer dans l'espace, ou ceux qui ont inspiré cet art, eh bien, il y avait une espèce de débat d'idées à propos d'oublier la Terre. D'un côté, vraiment l'un des pères de l'astronautique, Konstantin Tsiolkovsky, un Russe, devenu soviétique pour des raisons politiques, puisqu'il est né à la fin du XIXe siècle, il est mort au milieu du XXe siècle. Et dans un propos qu'il a écrit dans une de ses lettres, sans doute un des rares propos que beaucoup de gens se souviennent de lui, eh bien, il explique donc que la Terre est le berceau de l'humanité et que nul ne reste toute sa vie dans son berceau. Autrement dit, pour Constantin, il est évident que la Terre est un lieu que nous allons quitter. Et comme il a imaginé le concept même des fusées, le déplacement dans le vide, le concept des fusées à plusieurs étages, le concept des stations orbitales, pour lui, il est clair que dans les décennies qui viennent, et il n'a pas complètement tort, puisque 1957, c'est le premier Spoutnik lancé par ses compatriotes, eh bien, l'humanité va quitter la Terre. Il faut comprendre que pour un Russe, quitter la Terre, c'est pas seulement aller naviguer dans les étoiles. À l'époque, la Russie, et il y a encore des traces dans la jeune Union soviétique, la Russie est inspirée par un courant qu'on appelle le cosmisme, dans lequel il ne s'agit pas seulement de quitter la Terre à bord de vaisseaux, mais plus largement de s'épandre ou de se perdre dans l'univers. Donc il y a même une dimension idéologique, voire spirituelle, derrière le mot de Constantin. Mais en tout cas, le message est clair. Oui, un jour, nous allons quitter et sans doute oublier la Terre. Alors, en face de lui, dans ce débat que je crée un peu à l'occasion, il y a un philosophe allemand, Edmund Husserl, qui lui n'a jamais spécialement construit des fusées ni quoi que ce soit. C'est un phénoménologue juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et il a écrit, justement en 1934, un espèce de traité avec un titre extrêmement long, très académie allemande des années 30, qui est quand même intéressant. Donc, vous le pouvez lire mieux que moi d'ailleurs, parce que là c'est en biais. Renversement de la doctrine copernicienne dans l'interprétation de la vision habituelle du monde, l'arche originaire Terre ne se meut pas, etc. Ce que veut dire Husserl, sans nécessairement penser à ce qui va arriver. L'Allemagne est la patrie de von Braun, et von Braun à l'époque construit déjà des fusées. Il ne pense pas nécessairement à la réalisation qui approche, mais pour lui, c'est une vision d'expérience. L'être humain, l'humanité, a les pieds bien figés sur cette terre qui, dit-il, est un sol dont nous sommes originaires. Et pour longtemps encore, dans ce petit traité qu'il a pu écrire en 1934, eh bien, nous appartiendrons à cette terre. Et même si nous allons nous promener un jour, passer un temps dans les étoiles, il faudra encore longtemps avant que nous l'oublions, cette arche originaire de la Terre. Eh bien, en fait, à travers ces deux personnages, à travers Tsiolkovsky et Husserl, une fois encore, je crée artificiellement un débat entre eux, il y a la situation dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui quant à notre attitude par rapport à la Terre. L'oublier ou ne pas l'oublier? Qu'est-ce que la Terre représente pour nous? Et je crois que par cette question-là, qu'est-ce que la Terre représente pour nous? Ou comment représentons-nous la Terre? Comment l'offrons-nous à nos contemporains? Je crois qu'il y a quelque chose qui rejoint sans doute, enfin en tout cas à mes yeux, le propos de ce que vous faites dans votre quotidien professionnel, de ce que vous faites dans ces genres de rencontres. Juste quelques images parce que, bon, je suis d'accord, voilà, on va quitter de quelques kilomètres ou centaines de kilomètres la Terre, mais c'est pour aller quand même dans ce que je viens de vous dire, cette question de représentation et d'appréhension de la Terre à différentes échelles. Avec le lancement, ou même
précédant en fait le lancement de Spoutnik, mais dès lors qu'on a eu des premières fusées qui, sans aller en orbite, en tout cas dépassaient quelques dizaines de kilomètres d'altitude et même plus, l'homme a été capable de prendre des vues photographiques de la Terre. Les toutes premières datent du début du XXe siècle. Et puis, on a un exemple ici, un premier photomontage. Alors d'accord, on est loin des mégadonnées, loin de ce que vous êtes capable de faire et de tout ce que j'ai pu entendre sans trop me souvenir des acronymes cet après-midi. Mais voilà, c'est quand même les toutes premières. Bon, on rassemble des données, on les met ensemble et puis on en fait une première vue partielle, mais quand même de la Terre vue de l'espace, en tout cas à quelques dizaines de kilomètres d'altitude. C'est en 1954. Évidemment, quand on commence à envoyer des satellites, eh bien ici vous avez l'exemple en 1960, donc là encore des vues partielles de la Terre à travers ces premiers satellites qui font le tour. Et dès lors, évidemment, une appréhension totalement nouvelle. Pour nous, ça nous semble absolument évident. Mais rien que cette portion de la Terre, si nous imaginons il y a quelques décennies, c'est une chose qui, pour les hommes et les femmes du début du XXe siècle, était extraordinaire. Mais si vous remontez encore de quelques siècles, ça c'est mon côté historien des sciences, là ça devient presque inimaginable, évidemment. Donc c'est une chose qui, aussi banale qu'elle puisse nous paraître aujourd'hui à nous, relève quand même, dans l'histoire de l'humanité, une fois encore, d'une appréhension, d'une prise de conscience de la planète sur laquelle nous vivons, d'ailleurs que nous la quittions ou pas, tout à fait singulière. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, qu'est-ce que nous allons faire des images que, entre autres, l'entreprise spatiale peut nous fournir? Alors, ici, nous avons la Terre prise de la Lune, et donc ce n'est plus un photomontage où c'est presque la Terre en entier. Ça date donc de 1966 avec cette sonde Lunar Orbiter qui va tourner autour de la Lune. De fait, elle est prévue pour prendre des photos de la Lune. Et puis, durant la mission, des ingénieurs se disent tiens, si on prenait une photo d'un bout de la Terre, c'était pas du tout dans l'idée de la mission. Déjà, ce qui dénote, vous voyez, ils avaient failli oublier la Terre. Bon. Et ils prennent la photo qui est à droite. Et c'est un peu, voilà, la Terre qui apparaît au coin. On tourne et puis au coin, brutalement, apparaît un monde. Moi, je trouve, en l'occurrence, c'est pas la mise en scène, la manière dont cette sonde nous renvoie cette photo, dans cette verticalité, c'est un peu, voilà, presque l'inconnu qui se dévoile au coin de la rue. Mais quand il a été question de diffuser cette photo, vous l'avez à gauche dans cette plus grande image, et c'est l'une des premières présentations officielles par un officiel de la NASA devant je crois que c'est la mer d'un village autour de Houston. Là, on inverse la photo. Vous voyez, on met un paysage horizontal et la Terre qui semble se lever à l'horizon lunaire. Comme si on la réintroduisait dans un côté plus habituel. Le lever de terre, ça va être un terme utilisé pour une autre photo du même genre, le lever de terre, comme il y a un lever de la Lune ou le lever du Soleil, on rentre dans une forme de, non pas d'apprivoisement, mais une vision plus familière, moins extraordinaire. On peut comme ça, mais vous le savez très bien, aussi bien que moi, on peut non pas manipuler, il ne s'agit pas de manipuler une image, la renverser. C'est simplement dire quel type de message on veut faire passer. Et ça, c'est pour moi vraiment essentiel. L'image qui suit, justement, quand on parle de lever de terre, est celle auquel on a donné le nom de lever de terre, donc une image de la mission Apollo 8. Là, on est donc dans la grande série des vues de la Terre prises par les missions Apollo. Donc, d'une certaine manière, pas vraiment différente de la précédente. Bon, une très belle couleur bleue, enfin tout ce qui fait que c'est une des images sans doute les plus connues des missions Apollo. Peut-être même dans l'histoire de la photographie, une image qui ne cesse de fasciner encore nous, les humains prudents qui la connaissons. Si je l'ai fait, c'est parce qu'il y a aussi cette citation que vous connaissez sans doute, et vous pouvez même l'entendre sur Internet. On a l'enregistrement de ces trois hommes qui, pour la première fois, font le tour de la Lune. Vont voir que derrière la Lune, il n'y a pas une base de Martiens qui nous menace, mais qui vivent pour la première fois d'être vraiment très loin de la Terre, puisqu'ils ne voient même pas la Terre.
Et puis, c'était le 24 décembre 1968, donc on va bientôt fêter les 50 ans, et cette finale, de la part de l'équipage d'Apollo 8, nous terminons en vous souhaitant une bonne nuit, bonne chance 2 fois, semble-t-il, joyeux Noël, et que Dieu vous bénisse à tous, notre chère bonne Terre. Donc, oublier la Terre, point d'interrogation, eh bien, les astronautes qui sont sans doute parmi ceux qui sont allés le plus loin, peut-être qu'Apollo 13, je ne sais bien plus, est allé encore un tout petit peu plus loin, en tout cas, ils sont passés derrière la Lune. Ils ont cette pensée émue pour la Terre, l'arche originaire Terre, comme l'écrivait Husserl. Ce qui est aussi intéressant, et c'est pour ça que je vous ai mis ça, c'est qu'il y a tout ce discours qui va être élaboré petit à petit, sans que nous en rendions vraiment compte, autour de ces visions de la Terre. Il y a des choses qu'on doit dire. J'exagère à peine. Donc, 68, il n'y avait pas qu'en France que l'année 68 avait été un peu troublée et chaotique. Bon, il y avait 68 chez nous, mais il y avait bien d'autres choses ailleurs. Et pour les États-Unis, c'était, je ne sais pas si c'était le début, mais au Vietnam, ça ne se passait pas très bien, du tout. Donc, une espèce de vision apaisée, notre chère bonne vieille Terre, avec, bon là, comme si il fallait, d'une certaine manière, tourner la page, et puis revenir à une vision plus apaisée, une fois encore, de cette Terre d'où nous venons pour ces 3 astronautes, où ils retournaient, et en espérant que tout s'y passe bien. Donc, une fois encore, ce à quoi des images comme celle-là, mais j'allais dire, peut-être, j'aurais envie de vous poser la question, et peut-être celle que vous-même concevez, utilisez, fabriquez, peuvent véhiculer, consciemment ou non, comme message. Bon, parce que je ne pouvais pas rater Apollo 11, l'année prochaine nous fêterons donc les 50 ans d'Apollo 11, avec de nouveau ces levées de terre, alors avec ou sans véhicules lunaires, et ce contraste évidemment qui, au niveau de la photographie, est absolument évident entre cette planète bleue, la Terre est bleue comme une orange, disait Paul Éluard, et puis cette magnifique désolation, puisque c'est l'expression que Buzz Aldrin utilisait pour décrire le paysage lunaire dans lequel il se trouvait en juillet 69. Pour terminer les missions Apollo, donc encore une vision de la Terre très connue. Dans ma petite, je ne sais pas, il faudrait un jour vérifier, mais je pense qu'elle fait partie du top 10 des photographies, de l'histoire de la photographie, parce qu'on la voit partout. Si on mettait vraiment du noir autour et qu'on mette cette salle dans le noir, c'est un effet, je l'ai déjà vu faire plusieurs fois, absolument bluffant. Et en même temps, une expérience, comme pour nous terriens, que nous devons faire, ou nous devons en tout cas partager, je crois. Quand un géographe a étudié toutes ces images des missions Apollo en particulier, mais d'autres que j'ai pu vous montrer ici, et puis d'autres encore, que ces missions lointaines nous ont apporté de la Terre, il a dit, bon, en fait, quand à la fois on étudie ces images et les discours qui accompagnent ces images, on voit bien, on retrouve bien ces 2 positions donc, auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, oublier la Terre, oui ou non. Et lui parlait plutôt de la posture d'Apollo ou d'Apollon, la posture du conquérant, n'est-ce pas? Donc il s'agit de conquérir l'espace et quelque part la Terre, c'est vraiment le lieu qu'on quitte, ou la Terre, le lieu que l'on va maîtriser, parce qu'on prend de la hauteur pour maîtriser cette Terre, bien sûr, ou alors un discours qui, que ce géographe qualifiait donc Apollo d'un côté, et puis Gaïa de l'autre. Au contraire, ce qui va être d'ailleurs très souvent utilisé avec cette image, le soin, tout ce que nous devons à la Terre, et donc aussi le soin que nous devons lui apporter. Les missions Apollo, vous le savez, étaient concomitantes de début de la prise de conscience écologique. Elles n'ont pas eu un effet déclencheur, ce serait tout à fait faux de le dire, mais elles se sont trouvées là au bon moment pour fournir des images comme celle-ci. Donc, la question, j'allais dire, reste ouverte. Je ne peux pas m'empêcher de rajouter deux images, parce qu'on a continué à s'éloigner après les missions Apollo. Et puis ce commentaire, donc là, ce petit point bleu, hein, au milieu du cosmos, ce petit point bleu, comme disait Carl Sagan, regardez encore ce petit point, c'est ici, c'est notre foyer, c'est nous. Évidemment, quand nos sondes ont commencé à s'éloigner encore plus, à des millions de kilomètres, plus encore, et qu'on les a retournés vers nous, eh bien, nous nous sommes rendus compte de la place que nous
terrien et notre Terre occupe Pion dans l'espace. Et vous savez comme moi que c'est une place plutôt vertigineuse qui, encore aujourd'hui, peut effrayer un certain nombre de terriens qui préfèrent ne pas en entendre parler, ou nous poser des questions d'ordre presque philosophique, me semble-t-il. Et la dernière, une des plus récentes, enfin, en tout cas, que j'étais cherché, c'est celle évidemment prise par la sonde Cassini autour de Saturne, où là encore, c'est à peine un point bleu, hein, c'est vraiment un tout petit point, mais c'est bien la Terre. Alors, en faisant ce petit tour d'horizon, mais pour moi c'est toujours un plaisir de les revoir, ces photos, et ne serait-ce que par rapport aux questions qu'elles peuvent nous poser, je n'ai toujours pas répondu à la question « oublier la Terre », bien sûr, parce que c'est une chose que nous avons tous les jours à gérer. Et pour faire à la fois un clin d'œil au Normand, qui est Thomas Pesquet, et à sa belle mission qui s'était terminée il y a un an, donc la Terre à l'heure de Proxima, c'est en jouant un peu sur ce mot aussi de Proxima. Thomas Pesquet avait choisi le nom de Proxima pour avoir un nom dans la belle tradition française d'un astre, d'une galaxie, ou en l'occurrence d'une étoile, Proxima du Centaure. Et en même temps, c'est vrai qu'a posteriori, rarement nous avions eu une mission dont nous avons été aussi proches comme terriens. Grâce aux réseaux sociaux, grâce aux images, je pense que vous avez été regardé comme géographe, les images qu'ils ont. Alors, ce sont des images, évidemment, prises avec un téléobjectif, avec toutes les imperfections, mais aussi le côté du photographe. Il y a de très belles images qui sont prises par autre chose que par des satellites conçus par le CNES, bien évidemment. C'est pas de la concurrence, c'est plutôt de la convergence ou de la coopération. Ce qui est intéressant, c'est quand même, et je reviens là-dessus, sur les discours que nous concevons à partir de cette Terre. Et je trouve que dans ce point de vue-là, je le dis d'une manière vraiment objective, parce que j'ai beaucoup de respect pour nos amis astronautes, et donc plusieurs sont vraiment des gens avec lesquels je passe des moments délicieux. Il y a quand même une espèce de discours convenu, dès lors que nous parlons de notre planète. D'abord, il y a les vues convenues. Cette très belle image, le fleuve Betsiboka à Madagascar, c'est à la fois cette très belle image et en même temps une image dramatique. Vous imaginez tous, si ce fleuve est rouge, c'est bien sûr parce que les terres ont été érodées et que c'est une perte de terre fertile. Donc c'est vraiment la terre qui saigne, si on voulait utiliser un terme un peu poétique, mais qui n'est pas dénué du tout de drame. En fait, quand on écoute et quand on lit le discours des astronautes, il ressort toujours les mêmes images. Alors cette image-là était prise donc par Thomas, mais elle avait été prise 20 ans plus tôt par Jean-Pierre Aigneret, la même, avec le même discours. Donc ça veut dire plein de choses, parce qu'on est attiré par les mêmes images, donc il ne faut pas nécessairement demander à un astronaute de faire une étude exhaustive et objective de la Terre. Mais plus que ça, c'est ce qu'ils nous disent de notre Terre et de nous-mêmes. Alors, sur la fragilité de la Terre, c'est vrai que en quoi une vision humaine qui fait le tour de la Terre en 1h30 peut nous parler de fragilité. Là aussi, c'est peut-être un certain nombre de choses qu'il faut dire ou qui apparaissent, mais de manière assez subjective. C'est effectivement la description de notre planète. Il y a des choses aussi plus convenues. Alors j'ai pris un cas, évidemment, toujours un peu d'actualité ces derniers mois, qui est l'affaire de la Corée. Pourquoi ? Parce que vous avez sans doute entendu, comme moi, et moi je l'ai entendu à maintes et maintes reprises, vu de l'espace, on ne voit pas les frontières de la Terre. Confère Apollo 8, la bonne vieille Terre, enfin bon voilà. Ce qui est complètement faux. Alors, bien sûr que il faut aller chercher certaines frontières. Mais la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, vous la voyez en plein jour, mais vous la voyez très bien la nuit. Encore mieux la nuit. On ne peut pas la rater. Donc vous avez l'exemple à droite. Et j'étais très heureux il y a quelques mois lorsque, écoutant une conférence de la seule astronaute coréenne, eh bien, elle a parlé de ça, mais en disant « Vu du ciel, j'ai vu la frontière entre les deux Corées ». Donc, méfions-nous toujours de ce que nous pouvons, parce que c'est le langage de la tribu des astronautes, il y a des choses qu'ils doivent dire, j'ai l'impression, en fait, quoi ils le disent. Méfions-nous un peu de ce que
dans les images que nous diffusons, dans les propos que nous diffusons, eh bien nous sans doute que nous apportons les images, enfin les propos de la tribu. Et dans cette ère à l'heure de Proxima, qui au fond nous a dit plein de choses, en tout cas a permis de diffuser beaucoup de choses, parce que c'est vrai que l'impact d'une mission comme celle de Thomas Pesquet était assez extraordinaire dans le public français, et donc il faut en profiter pour montrer tout ce que, à travers l'espace, puis aussi à d'autres moyens, je ne sais pas si vous en avez pu en profiter il y a un an ou encore maintenant, il faut évidemment en profiter et en même temps rester objectif, rester critique, parce que nous utilisons des supports et nous utilisons des discours qui sont bien particuliers. La Terre à l'heure de Proxima, c'est aussi, alors je ne voudrais pas m'y attarder trop longtemps, c'est vraiment par allusion, et je reviens sur le mot de proximité. C'était la proximité d'un astronaute par rapport à notre planète, c'est aussi la proximité de tous les outils que nous utilisons. Et là, il faut faire référence à un certain nombre de travaux qui sont conduits aujourd'hui, mais qui l'ont été depuis pas mal d'années par un certain nombre de sociologues, philosophes et autres. Là, j'en ai simplement cité deux, Régis Debray et Paul Virilio. Vous connaissez sans doute le nom du premier, et peut-être le nom du second, parce qu'il a aussi beaucoup travaillé dans un certain nombre de domaines dont on a entendu parler, l'urbanisme et le rapport au sol. Et ces deux penseurs, bien parmi d'autres, se sont interrogés sur le rapport à la réalité qui est le nôtre désormais, avec toutes ces images que nous avons, que nous diffusons, que nous communiquons via tous ces moyens, Internet, écran, ordinateur et autres. Et la grande question du rapport avec la réalité. C'était d'ailleurs, pour répondre à la toute première question que j'évoquais, la question de Gérard Brachet, une des choses que nous avions aussi regardées, c'est que, il y a des tas de choses que à l'époque je connaissais, maintenant j'ai vu, à part c'était surtout les 6G à cette époque-là, aujourd'hui ça c'est bien sûr compliqué, vous le savez mieux que moi, mais quand même l'importance de s'interroger sur ce rapport entre effectivement tous les données que je manipule, que vous manipulez, que vous maîtrisez, que vous joignez, et puis la réalité, le réel. Paul Virilio le résume d'une phrase assez claire: ici n'est plus, tout est maintenant. Une espèce évidemment de réduction à la fois de l'espace et du temps qui nous interroge, alors pas seulement dans notre rapport à toutes ces méga données des géodata et autres, mais d'une manière générale dans notre quotidien, bien sûr. Mais pourquoi pas aussi se le rappeler quand, c'est votre métier de nous apprendre à mieux gérer notre réel, notre environnement, quel qu'il soit, mais à travers des moyens virtuels, ou des moyens, toutes ces données qui, aussi nombreuses soient-elles, ne réduiront jamais totalement le réel. Alors est-ce que, comme dit Régis Debray, notre œil a totalement déserté la chair du monde? C'est évidemment une question qui me semble essentielle, parce que quand il n'y a plus de distance entre les données que nous manipulons et puis et nous-mêmes, quelle va être la place laissée à ce qu'on appelle le symbole? C'est-à-dire, justement, le symbole a besoin d'une certaine distance pour créer un lien, pour nous préserver, nous, de ce que nous sommes et la réalité de ce qu'elle est. Tout ça, heureusement, n'a pas empêché notre Terre d'être toujours plus grande. Là aussi, c'est un concept qui avait été lancé par l'ESA il y a déjà bien longtemps, une plus grande Terre. L'idée que, grâce à tous nos systèmes, à la fois terrestres mais aussi spatiaux, eh bien, nous avons poussé les frontières de la Terre un peu plus loin, peut-être même jusqu'à l'orbite géostationnaire. Et puis c'est à travers cette prise de conscience-là que nous tentons aujourd'hui de mieux gérer cette planète, s'il est possible de le faire, ou encore possible de le faire. Bon, j'évoque juste une initiative du CNES, portée par le CNES, mais aujourd'hui, où de nombreuses agences spatiales le rejoignent, donc d'un observatoire spatial pour le climat, ou encore une chose que vous connaissez peut-être, qui a maintenant
25 ans, même plus, non, peut-être pas 25 ans, 15 ans, qui est donc la charte pour l'espace et catastrophes majeures, où un certain nombre d'agences spatiales, ou parallèles aux agences spatiales, s'engagent à fournir aux zones de cette Terre qui sont touchées par des catastrophes majeures, de fournir ce qui est votre matière, une de vos matières quotidiennes, en tout cas celles qui viennent du spatial, des images spatiales pour aider aux sorties de crise. Et comme vous le savez, ou en tout cas si vous l'ignorez, cette charte est activée, je ne dis pas en permanence, mais on a ici un exemple depuis le début de l'année, elle a été déjà activée une quinzaine de fois. C'est notre planète, et effectivement, notre planète, c'est-à-dire nos populations sont touchées par des catastrophes majeures, et c'est cette capacité aujourd'hui à coordonner nos efforts, à partager nos données, qui font que vraiment ces données, pour moi, sont un patrimoine commun. Vous en avez parlé déjà, je crois, et c'est une manière pour moi d'appréhender la question du patrimoine commun. J'en reparlerai dans un instant. Et c'est non pas en termes d'appropriation, ou seulement d'appropriation, ou de libre accès, mais en termes de responsabilité. Les agences, en partageant les données qu'ils peuvent collecter et traiter en partie, en les partageant, pour moi, montre bien qu'il s'agit d'un patrimoine commun. Ils se sentent responsables au nom de l'ensemble de la communauté humaine, et c'est une activité qui est limitée, parce qu'on voudrait toujours en faire plus, mais qui en tout cas est, à mon sens, un bel exemple d'interprétation de ce que notre belle terrasse spatiale, notre beau surplomb au-dessus de la Terre nous a permis aujourd'hui d'acquérir, ce patrimoine commun qui n'est pas seulement l'espace, j'arrive dans quelques secondes, mais aussi les données que cette position spatiale nous permet d'acquérir. Alors le New Space, c'est une nouvelle manière d'aborder la Terre, peut-être. Alors évidemment, cette image a été très largement diffusée, mais ça c'est venant de M. Musk et des gens des GAFA, ils savent parfaitement communiquer. Je suis étonné par leur présence médiatique quotidienne. Ils savent très bien faire ça. Et c'est vrai que certains ont été un peu choqués de voir la Terre avec sa belle rotondité et puis cette Tesla rouge qui passe devant. Comme ça, je pense que dans l'énervement de certains, il y a un peu de jalousie. Zut, on n'y avait pas pensé. Comme je disais à mes collègues, si quand on a lancé nos premiers Ariane, on avait mis 2 chevaux en haut d'Ariane, Musk, on ne le connaissait pas encore, mais de toute façon, c'était fini, c'était fichu. Mais voilà, c'est comme ça. Lui y a pensé, je ne suis pas certain qu'il aille polluer Mars, comme certains le prétendent. Bon, en tout cas, pour M. Musk, c'est un rêve réalisé. Les gens du New Space sont des gens qui ont rêvé d'espace depuis leur jeunesse. En tout cas, là, les grands noms, comme Musk, comme Bezos, c'est très clair, ils le disent. Alors, eux, est-ce qu'ils oublient la Terre ou est-ce qu'ils n'oublient pas? Alors, ils ne l'oublient pas. Là, pour faire une belle photo, ils ne l'oublient pas. Ils ne l'oublient pas parce que beaucoup d'entre eux développent des systèmes d'accès à l'espace ou de satellites dont la Terre est le premier, bénéficiaire. Si on met des méga-constellations de communication, des méga-constellations d'observation, c'est évidemment pour inonder le marché terrestre. Les Martiens, jusqu'à présent, n'ont pas demandé à avoir les futurs services de OneWeb. La Terre, elle est présente là, mais on sait bien, il n'y a pas que ça. Quand Jeff Bezos fait la course avec Elon Musk, il le fait avec une compagnie. Donc, Elon Musk est donc SpaceX, Space Exploration. Donc lui, la Terre, il semble un peu quand même pas l'oublier, mais en tout cas, c'est pour aller au-delà. Bezos aussi, mais il appelle sa compagnie Blue Origin. Et Blue Origin, c'est la Terre. Confère tout les photos que je vous ai montrées tout à l'heure. D'ailleurs, la Terre apparaît encore dans son blason, qui est particulièrement kitsch, mais quand même intéressant pour ceux qui veulent comprendre l'esprit, en tout cas de ce grand acteur du New Space. Vous voyez donc la Terre, bien sûr les États-Unis, et puis quand même, au-dessus des étoiles, des astéroïdes, des tortues. Alors les tortues, je pense que c'est lié à son slogan. Ça fait super chic quand même. Un slogan en latin, je ne sais pas quelle start-up aujourd'hui oserait mettre un slogan en latin. Bon. Gradatim ferociter. Alors, vous traduisez
pas à pas, gradatim, férocitaire, avec pugnacité, voire même un peu de... Voilà, hein, on peut être méchant s'il faut. Et c'est d'ailleurs ce qui est marqué sur les boots de Bezos, comme vous l'avez à gauche, donc pour ne pas oublier tout le côté Far West, parce qu'évidemment, le New Space, c'est l'esprit Far West. Bon, à plein d'égards. Et pas seulement parce que tous ces gens-là sont au Far West et ont leur entreprise sur la côte ouest. Mais c'est ce qui, évidemment, en partie nous distingue, nous, Européens, sans doute de leur aventure. La Terre, comme Musk l'explique, hein, il s'agit bien d'explorer, donc il s'agit d'aller jusque sur Mars. Alors, pour aller coloniser Mars, peut-être sauver des Martiens, bon, peut-être terraformer Mars, faire de Mars une autre Terre. Donc voilà, c'est une autre manière évidemment d'oublier ou de ne pas oublier la Terre. Évidemment, ça en est encore en projet, sauf le gros réservoir que vous avez au milieu qui a déjà été construit. Évidemment, un réservoir ne suffit pas à constituer une fusée, mais c'est ce côté, peut-être, de ce point de vue-là, du gradatim férocitaire de Bezos. Pas à pas, on ira, peut-être. Alors, dans le New Space, il y en a qui, franchement, vont encore plus loin. On dit, demain, on va aller exploiter les mines de l'espace. Alors, l'exploitation des mines sur Terre requiert vos services. Je ne sais pas, préparez-vous peut-être à aller appliquer les mêmes technologies pour exploiter les mines de la ceinture des astéroïdes ou d'ailleurs. Alors là, on est dans de la technologie fiction, sauf que... non, c'est juste un détail, c'est que je crois que l'un des fondateurs de l'entreprise à gauche est James Cameron, vous savez, le réalisateur d'Avatar. Donc si ça vous interroge peut-être sur l'éthique de Cameron quand il commencera à exploiter les ressources minières de l'espace, c'est intéressant à suivre. Alors, est-ce que ça peut toucher la Terre? C'est présent dans le New Space parce qu'il y a quand même cette prétention, allez, utilisons ce mot-là, de sauver les terriens. Soit en offrant une nouvelle Terre à travers Mars à quelques colons privilégiés, ou fous, ou je ne sais pas, enfin en tout cas, qui pourront s'y réfugier dans des conditions qui restent encore à définir, ou bien de ramener sur Terre, avec un peu de business, bien sûr, des matériaux précieux que nous n'aurions plus sur Terre, parce que quand même tous ces ordinateurs et tout le reste, ça prend beaucoup de matériaux précieux, et qui sont présents dans ces astéroïdes. Alors, oui, faire du business, parce que c'est bien beau, mais le New Space reste quand même le fait d'entrepreneurs qui n'oublient pas que, même s'ils sont parmi les... En tout cas, Bezos, un des hommes les plus riches de cette planète, il faut quand même continuer à gagner de l'argent pour gagner encore plus. Donc, si on va dans l'espace, c'est quand même pas pour perdre de l'argent. C'est ce qu'on prétendait à une époque. Hein, vous savez, il y a plusieurs manières de se ruiner. C'est entre autres confier son argent aux ingénieurs, disait Rothschild. Ou alors de se lancer dans le spatial. Ces gens-là ne le veulent pas. D'où leur pression auprès des États, parce que c'est quand même pas par hasard si, il y a maintenant 2 ans, les États-Unis ont promulgué un acte, donc c'était sous Obama, qui soutient les entreprises privées spatiales qui iraient demain exploiter les ressources minières de l'espace. Contre l'idée, qui avait été promulguée il y a plus de 50 ans maintenant par les traités spatiaux, contre l'idée de l'espace, les corps célestes, du moins patrimoine commun de l'humanité. J'en ai parlé tout à l'heure à propos des données, mais le droit spatial a déclaré les corps célestes patrimoine commun de l'humanité. Alors évidemment, si c'est un patrimoine commun de l'humanité, a priori ça interdit tout profit d'un quelconque entrepreneur. Alors c'est là qu'aujourd'hui il y a un débat extrêmement intéressant qui, pour une fois, parmi les juristes, n'est pas en retard sur les progrès techniques, mais en avance, puisque au jour d'aujourd'hui, on n'exploite pas encore les ressources minières des astéroïdes ou de la Lune, mais les juristes sont déjà au taquet pour se dire comment on va gérer ça, puisqu'on a des États qui sont en train de dire « mais venez chez nous ». Alors, les États-Unis ou le Luxembourg, parce que le Luxembourg est un État spatial, en tout cas qui a une tradition spatiale très ancienne. Alors, ils ne lancent pas de fusées depuis leur territoire, mais ils accueillent des compagnies spatiales importantes. Et donc, comment on va faire demain si effectivement des entrepreneurs privés ont les moyens
décident, parce qu'ils l'ont déjà décidé, mais il faut encore, ont les moyens et réalisent l'exploitation minière des astéroïdes. Tout ça risque quand même d'être un peu compliqué, en tout cas en contradiction avec le droit spatial. Et donc on est bien sur un moment extrêmement intéressant de discussion où se mélangent les questions publiques-privées, parce que toutes ces entreprises privées travaillent aujourd'hui sur des fonds publics et comptent le faire encore longtemps. Musk additionne les contrats avec la NASA, avec les forces, avec la défense militaire américaine, ce qui veut dire qu'il y a déjà un certain niveau à la fois de confiance et de technique. Donc il y a de l'argent public, et tout ça dans des partenariats très particuliers. Il y a la question que je répète, patrimoine commun, c'est quoi? Est-ce que c'est seulement la question de la propriété? Est-ce que c'est la question de la responsabilité? Que devient la charte espace et catastrophes majeures, pour ne prendre que cet exemple-là? Si demain, ces messieurs du New Space ont tellement développé leur système qu'il n'y a plus aucun système qui appartienne ou qui a encore des liens avec les États, bon, que deviennent les travaux des scientifiques qui peuvent avoir des données pour pas trop cher? Évidemment, on est dans des questions qui, demain, pourraient être assez compliquées à gérer et qui, surtout, évidemment, dans tout ça, feraient faire une évolution non négligeable à la manière dont, jusqu'à présent, nous, les terriens, avons géré à la fois l'espace et puis aussi, à travers l'espace, notre Terre. Bon, c'est le projet OneWeb que j'ai simplement mis là. C'est vrai que le projet OneWeb est un projet assez ahurissant parce qu'il y a encore quelques années, bon, les constellations avaient été non pas abandonnées, mais vous savez bien, mais on était revenu un peu sur ce système. Et puis OneWeb arrive et va voir Airbus et lui dit maintenant il faut que vous me construisiez 1000 satellites en 3 ans. Donc c'est plus 2 ou 3 satellites par an, c'est 300 satellites par an. Donc ça bouleverse évidemment les industriels. Vous voyez aussi, on n'est pas aussi le New Space contre le Old Space, puisque l'un et l'autre, les uns et les autres ont besoin des uns et des autres. Mais c'est vrai que là, nous sommes en train de construire des systèmes où, disons, le monsieur éthique du CNES s'interroge beaucoup sur les conséquences pour nos sociétés, dans à la fois ce rapport public-privé, ce rapport encore augmenté quelle est mon approche du réel, puisqu'il est de plus en plus à travers des intermédiaires que vous maîtrisez très bien, mais je vous ai entendu tout à l'heure, même d'autres aussi les maîtrisent de plus en plus. Et donc, le côté professionnel, vos compétences, même, je ne sais pas qu'elles sont mises en question, mais sont de plus en plus partagées. Donc, je n'oublie pas les mises en garde de gens comme Virilio ou comme Debré en disant mais nous allons où dans cette... il y a... Voilà, ici n'est plus, tout est maintenant. Et là, il y a réellement des questions qui, à travers ce que vous faites, à travers ce que nous faisons, nous, au CNES, concernent l'humain, très directement l'humain. Et tout à l'heure, vous citiez tout à fait à juste titre le lien entre ce New Space et le transhumanisme, qui n'est pas du tout un lien que vous avez inventé. Bon, il est vraiment structurant. Enfin, quand à la fois on lit les propos du transhumanisme, donc vous savez ce projet d'améliorer, voire d'augmenter l'humain. Bon, c'est présent dans la science-fiction, mais plus seulement dans la science-fiction, et c'est très présent dans ces mêmes endroits, Californie ou autres, où se trouvent les entreprises du New Space. Eh bien, dans les propos transhumanistes, la dimension spatiale est tout à fait structurante, ne serait-ce que pour une toute petite raison. Si demain, on suit les projets transhumanistes et que nous sommes, nous ou ceux qui nous suivent, immortels, où allons-nous nous mettre? La Terre va devenir vraiment trop petite. Alors, soit on ne se reproduit plus du tout, ça pose encore d'autres questions, ou alors on commence à aller ailleurs, d'où l'importance du développement du spatial. Et cela est tout à fait vertigineux. Alors, c'est encore plus vertigineux que toutes les reconstitutions 3D que nous sommes capables de faire, vous êtes capables de faire aujourd'hui, parce que ça nous questionne dans notre rapport à la Terre, dans notre rapport, mais aussi à la réalité et à nous-mêmes. Bon, le vertige, ça se gère. Ça se gère avec une certaine intelligence, avec une certaine conscience, et ça nous invite surtout à nous réinterroger à la fois sur ce que nous sommes, comme humains, et c'est clair que le transhumanisme
nous interroge d'abord là. Qu'est-ce que nous entendons comme étant être humain? Ça nous interroge aussi, mais comme toute question d'éthique, sur ce que nous voulons faire. Et ça, je pense que ça rejoint un certain nombre de vos interrogations. En tout cas, je l'entends bien souvent dans les milieux qui sont les miens. Je crois qu'un certain nombre d'entre nous sommes ingénieurs. Ah, l'ingénieur, il adore faire. Et puis il adore réussir quand il fait. Quand il parle d'ailleurs de ce qu'il a fait, il aime bien plutôt parler de ce qu'il a réussi. Et il faut être aussi fou que Musk pour faire une vidéo de tous les échecs au lancement qu'il a eu l'année précédente. Bon. Mais ça, c'est peut-être l'esprit du New Space. Mais pourquoi nous faisons? Quel est le but pour lequel nous élaborons des systèmes, des technologies de plus en plus innovantes? Qu'est-ce qui nous inspire? Alors, je ne sais plus, tout à l'heure, j'ai vu que le mot était peu ou pas, je ne sais plus, je ne sais pas s'il était trop présent ou pas assez présent. Mais qu'est-ce qui nous inspire? C'est-à-dire, bon, un enthousiasme, bon, les côtés, on aime faire, oui, mais l'inspiration vient de plus loin. Il doit aussi aller plus loin que la simple réalisation d'un projet, à moyen, court ou peut-être long terme. Et ça, ces questions-là, évidemment, elles dépassent à la fois dans mon baratin qui commence à être trop long, et même le moment d'échange qu'on aura après. Mais je pense que c'est comment dirais-je, un service que nous devons en permanence nous rendre, et rendre aussi à ceux pour lesquels nous travaillons, de nous remettre autant qu'il est possible devant nous la finalité. Ne pas confondre la chose à faire avec la finalité à remplir. Dans le spatial, j'aime à dire, on a une terrible épée de Damoclès. C'est que nous avons des destinations magnifiques. Même l'orbite de la Terre, ce serait quand même pas mal. Je n'ai pas repéré d'astronautes parmi vous, mais il y en a peut-être qui lèvent la main. Mais ceux où aller se retrouver à 100, 200, 300, 400 km au-dessus de la Terre et voir la Terre comme Thomas l'a vu, bon, ça doit être quand même pas mal. Et puis pour vous, ça devrait être génial. Il y a d'autres destinations, la Lune, Mars, etc. Et au-delà, comme ils disent. Mais ces destinations magnifiques font que on le confond trop facilement, la destination, avec le but ou la finalité. Qu'est-ce que je vais y faire autour de la Terre? Qu'est-ce que je vais aller faire sur la Lune? Mais dites-moi donc. C'est une question alors, voilà, que nous devons, nous gens de l'espace, nous poser le plus souvent, en tout cas nous reposer régulièrement, sinon nous risquons de tourner en rond, et même autour de la Terre, on finit par se lasser un peu, je pense. Et puis peut-être aussi une question que nous pourrions partager. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. C'est un beau voyage et en même temps qui nous pose beaucoup de questions. Et du coup, se poser des questions, c'est bien, mais on est tous pris dans nos quotidiens du faire, de réaliser, d'être au service de cette construction de double numérique de la planète sur lesquels dont on a parlé pendant certaines sessions et dont on parlera encore plus, de plus en plus précis, mixant des techniques spatiales avec d'autres techniques. Et je pense qu'on est tous un petit plus ou moins hanté, enfin hanté c'est peut-être un mot un peu fort, mais il y a toujours un moment dans un petit coin de nos têtes où on se dit oui effectivement, est-ce qu'on est en train de perdre le sens du réel, parce que une décision publique aujourd'hui ne se prend plus par rapport à une réalité, elle se prend par rapport à une représentation de la réalité. On a même, je me souviens d'un président qui s'est fait élire en prenant un engagement sur l'inversion d'une courbe. C'est même plus un chiffre, c'est l'inversion de la courbe. Donc moi je trouve que c'est très fort et ça questionne beaucoup. Donc comment agir au quotidien, comment se positionner une fois qu'on s'est posé ces questions, une fois qu'on vous a écouté, on repart avec quoi dans notre besace, comment on fait? Je ne suis pas à votre place. On fait pour faire, oui. en conscience. Non, mais bien sûr que je suis tout à fait conscient et conscient tous les jours quand j'ai l'âge, parce que je vais au CNES tous les jours avec beaucoup de plaisir, parce que je me confronte avec des gens qui font des choses absolument extraordinaires. Je suis incapable de les comprendre pour en grande partie, mais
c'est une question de responsabilité commune. C'est-à-dire que, en l'occurrence, le CNES est un organisme public, et dès qu'on rencontre du public, du grand public, de nos grands publics, cette question-là, ils nous la posent. Ça sert à quoi, votre truc? Bon, alors, déjà, il faut leur faire comprendre que dans leur vie quotidienne, ça sert beaucoup. Et on a tellement banalisé les choses qu'on ne s'en rend même plus compte. Mais ça, c'est un des buts. Le but, c'était de banaliser, bien sûr, qu'on ne s'en rende plus compte. Mais l'effet un peu pervers, c'est que résultat, même si c'est une caricature, on est comme ce député, ou je ne sais plus, ces sénateurs américains, quand on est allé le voir pour qu'il appuie un programme pour renouveler ses satellites météo, il dit « mais c'est pas nécessaire, j'ouvre la télé. La météo, elle vient là. » Bon, alors il a fallu l'expliquer. Mais donc, cette question quand même de la finalité, elle nous est posée, en tout cas nous, par nos publics auxquels nous allons pour des questions de communication. Mais je suis persuadé que dans vos autres publics, peut-être plus professionnels, plus tout ce qu'on veut, c'est jamais perdu que de prendre ne serait-ce qu'un bout de temps pour se poser cette question-là. Parce que si aujourd'hui on est tellement, alors parce que je ne sais pas comment c'est, mais chez nous c'est beaucoup, on est tellement dans les questions de la gestion du personnel, les ressources humaines, des RH, etc. Bon, est-ce que par moment les difficultés que nous rencontrons ne sont pas liées au fait que nous ne savons plus très très bien pourquoi nous travaillons? Pourquoi? Pour qui? Pourquoi? Bon, on fait des trucs, on remplit des choses. Je suis le premier à râler en me disant, mais est-ce que c'est pour ça? Alors, je sais bien qu'avec ça, c'est bien d'avoir ça à la fin de la journée, à un moment du cocktail. Et avant le mojito, oui. Et pour autant, je suis convaincu de cette nécessité-là parce que nous mélangeons trop facilement dans nos sociétés, une fois encore, la destination et le but, pour reprendre cet exemple-là. Il est un peu trivial, n'empêche qu'il fonctionne très bien. La question éthique, elle est là. Alors bon, après, vous trouverez tous des moyens d'intégrer ça. Mais un de ceux qui ont vraiment porté ce projet d'introduire l'éthique au CNES, alors ça reste une petite activité, mais qui est plutôt plébiscité justement de nos publics. L'un de ceux-là, un ingénieur du CNES qui est aujourd'hui à la retraite, disait, pour défendre ce sujet-là, en disant, mais s'interroger, vous voyez, c'est pas dire ça c'est bien, ça c'est mal, mais c'est dire, mais pourquoi on fait ça et pourquoi on préfère, voilà, quelles sont les questions de finalité. Mais c'est pas empêcher de travailler, comme beaucoup le croient. Au contraire, c'est préparer l'avenir. Et ça, nous avons quand même besoin. Et plusieurs fois, dans ce que j'ai pu écouter cet après-midi, je me disais, mais c'était pas le but de vos présentations, mais bon, ça sert à quoi au final? Non, mais bien sûr, c'est pas du tout pour vous. Vous avez bien compris ce que je veux dire là. C'est-à-dire que dans vos présentations, vous avez des présentations techniques, vous expliquez vos techniques. Mais je me doute bien que, enfin, j'espère que dans tous les cas, ou la majorité des cas, ceux pour lesquels vous travaillez sont capables de vous expliquer en quelques mots pourquoi ils vous demandent ça. Vous savez, on parlait du New Space. La force du New Space, c'est que M. Musk est capable d'expliquer en 3 mots, M. Bezos en 3 mots, pourquoi ils se sont lancés là-dedans. Et sur ce point-là, il faut reconnaître qu'ils sont plutôt plus forts que nous, les gens du Old Space. Alors, les gens du Old Space, est-ce que vous avez des questions? J'en suis, hein. Pour Jacques. La première, c'est toujours un peu intimidant, mais allez-y. Vous passez à la seconde. Ah, voilà. Bruno. Ah, je vais courir un peu. Bonsoir. C'est une question que je me pose depuis des années, que j'ose pas poser, mais cette fois-ci, je me lance. Donc, je travaille pour l'Agence française pour la biodiversité. Quand on écoute la radio, on nous dit qu'il n'y a pas de plan B, la planète, elle est en train de se casser la figure, la biodiversité s'effondre, etc. Et la question que je me pose depuis des années, c'est on va essayer d'aller sur Mars, on va essayer d'aller très loin, alors que chez nous, tout s'effondre. Et je me dis, c'est quoi le sens de cette... pourquoi est-ce que l'humanité va vers ça? Essaye de sortir du bocal dans lequel on est enfermé peut-être, et on est en train de... Je me dis que toute cette énergie pourrait peut-être servir à sauver ce qui peut être encore sauvé. Voilà. Je pose cette question-là parce que ça me taraude depuis des années, et j'ose. Et c'est tout à fait une des questions qui nous est posée régulièrement. À quoi ça sert effectivement d'aller... Même
pas encore préparé la terraformation de Mars. Ça appartient pas du tout au programme du CNES aujourd'hui. En revanche, nous avons lancé avec des partenaires il y a quelques mois maintenant, ou quelques semaines, une nouvelle sonde martienne, et nous en préparons d'autres. À quoi ça sert de connaître un peu plus la planète Mars alors que, effectivement, comme vous dites, il y a tant de choses à faire sur Terre. Et c'est là que joue la fait de prise de distance. Donc il s'agit évidemment de le faire avec raison. Mais dans le milieu spatial auquel j'appartiens, nous considérons que Mars n'est pas un plan B, n'est pas une planète B. Il s'agit de faire avec ce qu'on a ici et d'y mettre la plus grande partie de nos moyens. J'ai évoqué en passant l'histoire de l'Observatoire spatial du climat. Voilà, ce qu'aujourd'hui, nous, hommes de l'espace, femmes de l'espace, pouvons apporter, ce sont des données qui sont régulièrement recueillies par nos satellites. C'est grâce à ces données que jusqu'à présent, on a pu aussi se rendre compte décortiquer un certain nombre de systèmes climatiques, etc. Donc, nous savons que ça nous rend service, que ça rendra encore service, et là-dessus, nous y portons la majorité de nos efforts. Pour autant, nous savons aussi que le pas de côté que nous avons fait à travers les missions Apollo, à travers les missions vers Mars et d'autres, ce pas de côté nous a aussi beaucoup servi à apprendre sur notre propre planète. Parce que quand on a le nez collé dessus, on voit des tas de choses, bien sûr, vous le savez comme moi, mais prendre un pas de recul, un pas de côté, c'est bien aussi. Et que de ce point de vue-là, apprendre davantage sur les fonctionnements d'autres planètes aussi, c'est voir ce qui peut, d'où nous venons, et donc en tant que planète Terre, peut-être aussi où nous allons en fonction des scénarios. Donc, il peut être raisonnable de consacrer une petite partie du budget, parce que ce n'est pas nécessairement des budgets mirobolants, et c'est là que l'importance du débat, l'importance d'en parler pour voir aussi à quoi ça correspond, c'est peut-être aussi important d'accumuler, de recueillir des données scientifiques sur ne serait-ce que les planètes de notre système solaire. Et puis, nous sommes des humains. Alors, là, il y a des choix. Nous pouvons, les transhumanistes le proposent, porter tous nos efforts sur des technologies qui nous permettraient de passer dans des ordinateurs. L'esprit humain, paraît-il, on pourrait, demain, nous survivrions dans des ordinateurs, donc on serait débarrassé de pas mal de problèmes liés à notre biologie et aussi au changement climatique et tout le reste. Bon, personnellement, pour moi, c'est plus très humain. Il y a dans l'humain des choses avec lesquelles nous pouvons garder ou pas. Et l'imagination, le rêve, la curiosité, l'envie d'aller voir quand même ailleurs ce qui se passe, mérite peut-être que nous y consacrions un petit effort. Alors, ça peut être dans l'exploration de l'espace, ça peut être dans le milieu culturel, ça peut être des tas de choses. Après, à chacun ou de faire les choix, à chaque société de faire les choix. Mais sans oublier où est l'intérêt principal que vous représentez aussi à travers ce que vous travaillez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vivre sur cette planète, pour continuer à vivre sur cette planète, qu'est-ce que nous devons impérativement et sans trop presser faire ? Bien sûr que c'est aujourd'hui le premier souci de nombreuses structures spatiales, avec ce que je vous disais tout à l'heure, le souci dans l'évolution actuelle des structures, des stratégies spatiales et l'arrivée du New Space, qu'est-ce qui va en être demain ? Si effectivement l'accès aux données va être va passer par les mains de ces entrepreneurs. Donc là, il y a des choses auxquelles il faut être assez attentif. Et du coup, au CNES, il y a des réflexions justement dans ces programmes d'enjeux si je peux dire, de souveraineté. C'est les termes que nous avons utilisés dans notre domaine, mais justement de ne pas laisser l'exploration spatiale aux seules mains de ces cow-boys de l'espace et du secteur privé. Il pourrait y avoir justement, même si on n'a pas de plan B, si on n'est pas sur la même lignée en termes de but, que de maintenir, d'avoir une alternative technologique et de faire les développements qu'il faut au nom du service public, au nom du maintien d'une forme d'indépendance. Oui, mais le terme de souveraineté ou le terme d'indépendance que vous venez d'utiliser sont tout à fait importants dans le domaine spatial. C'est sûr qu'il y a 50 ans, il y avait un côté peut-être plus presque militaire.
Mais si l'Europe a développé un lanceur qui s'appelle Ariane, ou une série aujourd'hui de lanceurs qui s'appelle Ariane, c'est parce que précisément nous dépendions d'un autre État, en l'occurrence les États-Unis, qui n'étaient pas du tout prêts à lancer les engins dont nous avions besoin. Donc il y a effectivement une forme d'indépendance qui, alors, à l'époque, pouvait être une forme d'indépendance par rapport à notre État, demain pourrait être une indépendance par rapport à des acteurs privés. Et c'est là que on revient sur ce que j'appelle de finalité et d'éthique. Qu'est-ce que nous mettons comme priorité et comme finalité prioritaire ? Et ça, c'est pas simple, mais si cette finalité n'est pas assez précise, nous ne trouverons jamais les moyens de la remplir. Parce que nous savons bien qu'il y a des questions de moyens, mais c'est plus des questions de répartition des moyens que nous possédons. Tant que les finalités ne sont pas assez bien posées, les répartitions des moyens seront évidemment bancales, on le sait tous, malheureusement. Alors, comment arriver à cela ? Ça revient de ce que beaucoup de juristes, d'ailleurs, dans ce débat que j'évoquais en passant, bien mettent en avant. C'est une question de gouvernance. Et là-dessus, il y a tout à inventer. Une autre question ? Jean-Philippe. Oui, Jean-Philippe Grelot, ministère de l'Agriculture. Justement, sur ces questions de gouvernance, on observe dans le domaine des données, le traitement des données, que les GAFA et quelques autres ont pris le pas sur les États, que ce sont des organismes qui sont bien plus puissants que beaucoup d'États au monde et sur lesquels personne ne parvient à avoir de contrôle. Alors, est-ce que dans la conquête spatiale, on risque, ou on est déjà confronté au même type de situation ? Est-ce qu'il y a encore une chance que les États, avec les difficultés que l'on connaît aujourd'hui pour construire un système international de gouvernance, que les États prennent la main et essayent de maîtriser ce qui se fait en matière de conquête spatiale? Merci pour d'abord ce que vous avez rajouté. Effectivement, c'est que la puissance aujourd'hui des GAFA dans le domaine de la possession des données est absolument inimaginable et vertigineuse, pour reprendre le mot que j'ai déjà utilisé. Et nul ne sait quelle va être l'évolution. La difficulté, ce qu'il faut intégrer, mais qui ne répond pas, qui c'est plutôt pour rendre encore votre question plus vertigineuse, c'est que tant qu'on parle de la Terre, là on est dans un système à peu près connu, mais surtout limité. Et donc là, effectivement, il va y avoir des questions de pouvoir. Qui va prendre le pouvoir par rapport à l'autre? Qui va avoir le plus de données, le plus de ceci, le plus de cela? Sachant que, encore, on est dans un contexte limité. Dans l'espace, il n'y a pas de limite, quelque part. Si les GAFA, demain, veulent absolument exploiter les astéroïdes en allant sur place, en les ramenant, il y a des tas de technologies qui sont inventées, et là, il y a des tas d'ingénieurs, une fois encore, qui se donnent à cœur joie. Qu'est-ce que, s'ils exploitent 1, 2, 10, 50, 100 000, c'est absolument, les ressources, quelque part, ne sont pas infinies, mais dépassent très largement ce que nous pouvons, en tout cas, traiter. La difficulté, c'est que toujours sur Terre, s'ils font leur business, à la limite, dans un coin d'espace, on pourrait très bien se dire qu'ils le fassent. Comment on va pouvoir, d'une part, les empêcher, et d'autre part, en quoi ça va changer la configuration de notre système solaire? Sans doute pas grand-chose, en tout cas dans ce qu'on peut imaginer à long terme, et à un long terme encore imaginable. En revanche, si ça revient sur Terre, alors là, on va se retrouver dans des situations qui pourraient rappeler ce qui s'est passé au XVIe, XVIIe siècle, quand brutalement on a eu des apports de matières premières venant du Nouveau Monde qui a complètement déstabilisé des sociétés. Donc, retour sur Terre. Et là-dessus, qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Moi, là, ça dépasse toutes mes compétences, bien sûr. Mais c'est vrai que nous n'y prenons peut-être pas assez garde et qu'il y a un aspect... Alors, comme tous ceux, ça c'est en dehors de mes domaines, qui font de la stratégie ou de la géopolitique, qui devient extrêmement compliqué parce qu'il faut quand même... Il n'y a pas que les GAFA dans le monde, il y a aussi d'autres puissances émergentes qui veulent aussi posséder des choses qui sont limitées. Donc comment tout ça va se battre d'ici Parce que c'est une lutte, quelque part, peut-être pas nécessairement violente, en tout cas physiquement, mais quand même une économique et politique. Donc c'est vrai que c'est pas pour rien que quand on évoque aujourd'hui New Space, c'est un mot qui
qui fait peur à plus d'une personne, au-delà simplement de... Alors, nous, directement, c'est des questions de part de marché sur des lanceurs. Bon, c'est déjà assez déstabilisant. Mais au-delà, dans ce que, effectivement, la gestion des territoires, quand on voit dans ce domaine-là, comme vous le citiez, le développement de ces GAFA, qu'est-ce qui sera peut-être même chez nous dans un certain avenir. Enfin, ça... Il faut au moins ne pas jouer à l'autruche, hein, parce que il y a des forces extrêmement incroyables qui méritent aussi d'être étudiées par rapport à ce que je disais d'inspiration et à travers même ces espèces de slogans, enfin toute cette, je n'ai pas utilisé le mot de mythologie. Ce sont des structures qui ont leur propre mythologie. Et quand je dis mythologie, c'est dans le sens noble du terme de mythologie, c'est-à-dire d'une histoire à partir de laquelle, donc de la manière dont ils ont été créés, les personnages fondateurs, l'histoire fondatrice, les valeurs qui les inspirent, qui sont parfois très éloignées de ce qui inspire aujourd'hui nos structures, en particulier en Europe, industrielles, étatiques, et l'esprit que nous avons dans nos structures. Et c'est vrai que là, la concurrence, pour ne pas dire le conflit, est quand même assez élevé. Est-ce que nous serons capables de répondre à cela ? En tout cas, nous pouvons au moins demander quelles sont les valeurs qui nous inspirent ou qui pourraient nous inspirer. Et bon, là encore, je sors l'étiquette Monsieur Éthique, mais c'est pour... je ne pense pas que ça soit du temps perdu, parce que... regardons aussi les plus jeunes parmi nous, ceux qui nous suivent. Quand on voit la manière dont le New Space aujourd'hui fascine les jeunes, et font aussi, ont relancé un certain intérêt pour la technologie ou l'industrie spatiale, nous devons nous poser quelques questions. Parce que c'est aussi la suite de notre tissu scientifique, technologique, de notre pays ou notre Europe qui est en jeu. Bon, je n'ai pas répondu à votre question, mais parce que je ne suis pas géopoliticien. Mais de toute façon, nous allons pouvoir continuer les discussions autour d'un verre. Alors, avant de nous quitter, d'abord, grâce à la librairie La Galerne du Havre, nous avons, là où il y a le cocktail, donc qui est juste à côté, quelques ouvrages de Jacques Arnoux qui sont là. Donc, si vous voulez... Vous pouvez vous les procurer. Je pense que Jacques fera des petites dédicaces à ceux qui le demandent. Il reste avec nous, donc vous pouvez continuer à lui poser vos questions et à discuter de ces grands sujets avec lui. Encore une fois, merci beaucoup.